et le numéro pour l'appel à témoins si voilà, une personne était sur les lieux au moment de cet accident. Elle peut donc donner témoignage au 07 83 45 83 49. Mmh. Alain Delon, ce grand acteur, dont on oublie souvent, le début de carrière. Alain Delon est donc un, guerrier, enfin du moins un guerrier, un soldat, d'Indochine qui revient un Mmh. peu désœuvré en région Mmh. parisienne. C'était déjà un très bel homme et en Mmh. fait, dans, cette logique parisienne, il va s'acoquiner avec un bar qui s'appelle Les Trois Canards, dans le quartier de Pigalle, et Les Trois Canards, en fait, sont dirigés par un homme, et vous allez voir qu'on va faire vraiment la connexion complète, qui s'appelle, Marius Berthelat. Bonjour David Pliquet, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre pour cette émission en hommage au grand Michel Chanu qui nous a quittés il y a 15 jours. Cet homme était un enquêteur hors pair. Vous avez eu la chance de travailler ensemble tous les deux. Je vais vous présenter rapidement, vous vous exprimez à partir de la magnifique presqu'île de Crozon. Vous êtes un ancien de l'École nationale des ingénieurs de Tarbes, solide formation. Vous êtes plutôt spécialisé d'ailleurs en mécanique et productique à la base. Je ne me trompe pas, c'est bien ça? Ouais, c'était la formation de départ, ouais, mécanique et productique, conception et suivi des ateliers de production. Ouais, exactement. Et après, ouais, vous êtes intéressé à d'autres choses puisque vous êtes un esprit curieux et transversal. Vous avez travaillé sur les effets spéciaux avec Pierre Bernérias, qu'on ne présente plus, donc sur le documentaire Hold Up, ce documentaire, qui a clivé les familles, les couples et les amis. Je parle, à titre personnel, mais qui a réveillé des gens et qui posait de bonnes questions, donc ça a été salutaire. Vous avez participé à la création du média de Pierre Bernérias, Citizen Light, et puis vous avez eu la chance, le bonheur de rencontrer Michel Chanu. Vous allez nous raconter un petit peu, comment vous l'avez rencontré, qui est Michel Chanu et puis aussi, vos travaux sur les dossiers sensibles, notamment, la mise en connexion des systèmes mafieux français. Voilà, nous allons essayer d'en découvrir un peu plus sur cette immense pieuvre hexagonale et même internationale. Bienvenue à vous sur Tribune Libre. Je vous laisse prendre la parole pour me dire si ma présentation est à peu près exacte ou si vous pouvez rajouter des choses. Merci David Pliquet. Bah, merci beaucoup Stéphanie, la présentation était parfaite. Effectivement, bon, comme tout le monde, hein, une activité professionnelle qui, dans les effets spéciaux, dans le numérique en fait au sens large, a été freinée lors du Covid, d'accord. Et pendant ce temps, comme beaucoup de gens, vous savez, on a eu la possibilité de prendre du recul. Et moi, j'ai essayé de comprendre en fait les raisons pour lesquelles nous étions collectivement dans cette difficulté. Et puis aussi, comme j'étais dans le numérique, vous savez, la Startup Nation hein, de notre président Macron, je voulais comprendre en fait quels étaient les tenants, les aboutissants de cette démarche qui me paraissait au départ, avant qu'il n'arrive d'ailleurs, tout à fait extraordinaire. Puis à partir du moment où il est arrivé, tout à fait orienté, surtout dans les financements en fait, qui arrivaient bien dans certaines directions et pas dans d'autres. Voilà. Alors, cette période du Covid a été, terrible pour les activités économiques, hein, pour la mienne en particulier, hein. Et après cette période, comme j'avais découvert des choses, dans, finalement la dérive, du pouvoir, hein, et ben, voilà, j'en ai parlé à Pierre Bernarias. Il y a eu cet épisode Hold Up et après Hold Up, comme vous le disiez Stéphanie, il y a eu, la création de ce média citoyen qui s'appelait Citizen Light. Et en fait, comme voilà, je m'étais un peu intéressé au réseau interlope, hein, au réseau souterrain qui sous-tendent notre réalité, j'avais proposé à Pierre de traiter ces sujets-là. Voilà. Et donc, on a appelé ça les bâtisseurs de l'ombre, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'ombre et qui produisent la réalité dans laquelle on se sent complètement enfermé. Hein, et pour tout vous dire, Stéphanie, vous le savez, de plus en plus enfermé, quoi. Et en fait, dès le premier numéro, je reçois un message, c'était un mail en fait, d'un certain Michel Chanu.
voilà, que je ne connaissais absolument pas du tout, et qui, dans un mail très direct, disait ben voilà, les sujets que vous traitez m'intéressent. J'ai également de mon côté donc été confronté à ce genre de dérive, et je pourrais vous porter témoignage. Alors comme on était sur un média citoyen, le fait de recevoir ce type de message était très encourageant. Un homme Ouais. courageux, capable de se mettre dans la lumière pour Oui. discuter de sujets qui sont des sujets structurants, hein, parce qu'en fait, on va y revenir toute l'émission, mais la mafia que l'on pense toujours être italienne, américaine, italiano-américaine, en fait, elle a l'un de ses méandres qui est bien implanté ou bien présent sur notre territoire, quoi. Et donc, avoir un témoin capable finalement d'exprimer une opinion sur un média, c'était extraordinaire. Et donc, j'appelle Michel. Mmh. Et je me souviens de nos premiers contacts, c'est assez dingue. Ça durait très longtemps, passer des après-midi au téléphone à confronter finalement nos recherches et à nous apercevoir que finalement il y avait une complétude dans notre vision. Alors nous avons exprimé cette vision dans une dizaine de numéros des Bâtisseurs de l'ombre. On a fait 10 émissions à peu près. Et c'était extraordinaire. Alors on a voulu mettre de l'humour à tout cela, évidemment, hein, essayer de dédramatiser la situation, mais tout en étant extrêmement sérieux dans les sources, dans les sujets, pour que nos internautes, comme les vôtres d'ailleurs, aient la possibilité d'avoir une vision juste de ce qui se passe dans leur réalité, quoi. Et de comprendre bien que s'ils ont eux-mêmes des difficultés dans le monde dans lequel ils sont plongés, eh bien, en fait, ces difficultés ne sont pas liées à eux seuls. Mmh. C'est-à-dire, vous savez très bien, quand on est face à une situation difficile, situation qui peut friser la situation d'échec, évidemment, on a toujours tendance à se culpabiliser. Et donc moi, ce que j'ai compris, et ce que Michel avait parfaitement compris, c'est que cette situation, elle est liée souvent à un environnement. Et cet environnement, contrairement à ce que l'on entend, vous savez, hein, dans les médias de la pensée principale, cet environnement n'est pas bienveillant. Voilà. Nous vivons dans un moment où l'environnement qui nous entoure n'est pas bienveillant. Nous en avons décodé grâce au Covid, grâce à vos émissions, grâce aux médias indépendants, une partie de la structure, et on arrive de mieux en mieux à le comprendre. Mais au final, il nous reste encore une partie cachée, parce que les motivations, en fait, paraissent un peu incroyables, en fait, hein. La motivation de vouloir faire souffrir une population, la motivation de la mettre en difficulté, la motivation de la désarmer, socialement, politiquement, ne se comprend pas, en fait. Et c'est à cela, je pense, que nos concitoyens sont confrontés, et c'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas, pour la grande majorité d'entre eux, hein, parce que nous sommes encore minoritaires, hein, dans la partie contestataire, ils n'arrivent pas encore à comprendre réellement comment les tenants et les aboutissants de la conjoncture que nous traversons. Alors avec ça, avec Michel, nous avons poussé finalement les études assez loin, et nous avons réussi à démontrer une notion dont Stéphanie nous avons parlé avant de commencer l'émission, qui Mmh. est une notion qui associe à la fois le global. Alors le global, c'est le niveau donc national, mais c'est aussi le niveau international, et le local, c'est-à-dire la possibilité de découvrir des événements dans notre environnement extrêmement proche, des événements qui ont des conséquences internationales. Infectieuse. Et ça, c'est très Mmh. très très nouveau. C'est sûrement lié aussi avec la profusion des médias Mmh. que vous animez notamment. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, on sait que par l'intermédiaire de ces médias, je vais prendre Twitter, X, hein, notamment, nous sommes à vraiment une conversation des plus hauts dignitaires, ou du moins représentants de notre État tel que nous le connaissons. Et donc évidemment, tout ça remet
une analyse finalement globale de la matrice et nous pouvons espérer qu'un jour ou l'autre, cette vision que nous avons établie, alors vous connaissez le piège, hein, nous sommes des complotistes, etc. Oui, Non, oui, en fait, nous ne je sommes pas connais. des complotistes, nous Mmh, sommes, comment dire, des sociologues qui, mmh, avec évidemment une formation de terrain, on va dire, des mmh, sociologues qui sont arrivés à analyser, mieux comprendre les rouages du monde tel qu'il est, c'est-à-dire de la réalité. Alors, des oui, sociologues de la réalité, quand en face de nous, nous avons une machinerie du mensonge, donc évidemment on comprend bien que ça crée des tensions. Et c'est dans ce cadre-là que je rencontre Michel. Vraiment, on a une stimulation intellectuelle tout à fait extraordinaire, en fait, mmh, qui nous permet de dédramatiser le sujet. Mais en fait, ce sujet est tellement important, tellement puissant, qu'on en arrive finalement à l'accident que Michel a connu il y a 15 jours, accident qui lui a coûté la vie, que l'on peut résumer assez simplement en fait, hein, sur une route nationale, oui, donc une ligne droite avec une vision, je dirais assez large, un véhicule donc lui coupe la route et Michel en moto prend le véhicule de plein fouet et fait un vol plané de 35 mètres. mmh, Nous ne savons pas s'il meurt sur le coup ou si il meurt de ses blessures après un certain temps parce que au mmh. jour d'aujourd'hui, l'autopsie n'est pas encore réalisée, quoi. Voilà. Et la famille, demande, des témoins, a fait un appel à témoins? Ouais, en fait, nous sommes dans une situation où Michel était, un personnage et vous allez comprendre son mode de vie, Mmh, un personnage qui vivait, presque isolé. Il avait beaucoup de relations, beaucoup de copains, beaucoup, de relations extérieures qui lui permettaient de mener, en fait, son analyse et son enquête. Mais, il avait choisi une vie, taciturne on va dire même recluse. Voilà, il s'était mmh, coupé, des sujets matériels, en fait, au maximum et il avait donc en proche fidèle, comment une cousine et une nièce. Et ce sont donc ces personnes très proches de lui au niveau familial qui ont engagé une plainte. Donc une plainte a été portée pour homicide involontaire, au moins dans un premier temps, mmh. avec évidemment nécessité pour la gendarmerie de mener une enquête et comment la famille proche, en fait, ces deux personnes ont engagé aussi une demande d'autopsie. Voilà. D'accord. Euh, Heu, pour donc l'appel à l'enquête est en témoins, cours. une enquête est en cours, donc on ne peut pas du tout en dire plus. D'abord, c'est confidentiel et puis on n'a pas suffisamment d'éléments. Vous souhaitez communiquer le numéro de téléphone pour tout témoin de cet accident? Ouais, exactement. Donc c'est un accident qui a eu lieu sur la commune de Louvigné et sur la route nationale 777. Hein, c'est un coup d'œil du destin quasiment. Mmh, Donc la route 777 et le numéro pour l'appel à témoins si voilà une personne était sur les lieux au moment de cet accident, elle peut donc donner témoignage au 07 83 45 83 49. Alors je répète pour avoir le temps de noter, le 07 83 45 83 49. Voilà. Alors évidemment, Stéphanie, l'enquête est en cours. Voilà, il faut laisser les enquêteurs mmh, en fait, sur les faits hein, et découvrir les faits. Simplement, ce que je peux dire d'une manière certaine, parce que j'ai changé quasi quotidiennement avec Michel, c'est que Michel était sur des dossiers qui étaient des dossiers très impactants. Et ces dossiers très impactants, évidemment, n'auraient pas été sans conséquences. Ça D'accord? le Et on mettait va pouvoir en parler potentiellement en ce soir. danger. Oui, ça le mettait en danger potentiellement. Avant d'en revenir à la notion de glocal, qui était chère à votre cœur et au cœur de Michel, vous pouvez nous dire quels étaient ses métiers, précédents? Parce qu'il n'a pas été qu'enquêteur, en fait, il a eu des métiers, Michel Chanu. Ouais, en fait, s'il est devenu lanceur d'alerte, hein, comme il Mmh, aimait se définir,
lanceur d'alerte qui a esté plusieurs organisations et plusieurs personnes au tribunal, hein, parce que, comment Michel n'hésitait pas à solliciter les procureurs, hein, n'hésitait pas en fait à aller au-devant de l'action. Hein, c'était vraiment quelqu'un de courageux. Il était venu à cette notion de lanceur d'alerte avec, comment dire, des enquêtes vraiment très très fournies. Hein, c'était quelqu'un qui avait de très 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 gros renseignements sur les réseaux qui œuvraient à son niveau, et puis comme je l'ai dit, donc à des niveaux internationaux. Il y était venu par souffrance en fait. Par souffrance, parce que dans ses activités professionnelles, il avait été confronté à ces réseaux qui lui avaient fait mordre la poussière. Hein, ce que je disais tout à l'heure, il aurait pu considérer que c'était de sa faute, que c'était quelqu'un qui n'avait pas de chance, que finalement il était peut-être incompétent dans ses actions. Et comme c'était quand même quelqu'un de super courageux et de super combatif, il a essayé de comprendre les raisons pour lesquelles il avait échoué. Alors, ces échecs, vous allez les suivre, hein, avec moi. Il en a connu deux, et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles, en fait, il a été en difficulté sur ces sujets. Il a eu une première activité, comment je crois, où il était, comme tout le monde, au service militaire, etc. Et puis après, donc, je crois que, alors, ce n'était pas non plus un grand intime. Hein, il m'a partagé des choses que je vous partage ce soir, mais je ne suis pas un grand connaisseur de la vie de Michel, hein, qui ne s'épanchait pas non plus dans l'ensemble Oui. des détails, et on le Mmh. comprend. Ce que j'ai su, c'est que donc ses parents étaient agriculteurs et que il perd son père et vient en soutien de sa maman qui, en plus, avait des difficultés de santé. Et donc il est en charge d'une exploitation agricole. Et en fait, arrivent les premières difficultés quand il est confronté à des premières exactions qui sont des exactions de type chasse d'un côté et exactions assurantielles de l'autre. Et vous allez comprendre ce sujet. Oui, je En vois. fait, la chasse, dans les paysages ruraux, sont gérés par des droits de chasse, d'accord? Mmh. Et aussi sur des chasses et des quotas sur des cheptels. Et en fait, il se rend compte assez vite que comment le préfet qui gère sa région, qui est déjà quelqu'un de très connu, on y reviendra tout à l'heure, fausse les notions de cheptel, dans le sens où les déclarations de mâles et de femelles ne sont pas justes. Et quand on fausse en fait ce type de déclaration, on a une prolifération du gibier qui augmente les quotas, c'est-à-dire le nombre de chasseurs. Et lui, ce que Michel va valider, c'est que ces droits de chasse sont payés en liquide sur son territoire. Et il y a donc des personnages qui profitent de cette manne liquide pour des opérations de type financement. Financement d'activités professionnelles, mais aussi financement politique. On va y revenir. Donc ça le chagrine déjà. Et en fait, quand on est face à des chasseurs et à du gibier, arrive le volet assurantiel. Il y a donc des excitations d'animaux, d'accord? Et les animaux traversent les champs qui sont en fait la plupart du temps comment dire en condition de pousse, quoi. Hein. Donc, autour de ça, il y a des destructions sur les moissons à venir, et il y a des jeux d'assurance qui se mettent en place. Donc lui, je crois, à deux ou trois reprises, voit le gibier, les chasseurs, donc traverser ces parcelles, et donc évidemment, il a une perte au rendement qui est considérable. Et il s'aperçoit aussi que les procédures d'assurance prennent beaucoup de temps de son côté, quand d'autres multiplient ce type d'exactions et sont remboursés d'une manière plus rapide. Donc autour de ça, au bout de plusieurs problème de ce type, il est mis en difficulté et il est obligé donc de positionner sa ferme en liquidation judiciaire. Alors c'est là où il va comprendre la législation donc des exploitations agricoles, d'accord, donc qui est complètement d'actualité aujourd'hui, parce que comment un agriculteur sur son exploitation en difficulté, ben on sait que c'est comment, hormis pour les très très gros agriculteurs, en fait une connaissance tout à fait réelles, précises, pour lesquelles en fait les agriculteurs aujourd'hui même sont sur des barrages routiers pour essayer de défendre leurs exploitations. Hein, donc il connaît comment cette législation. Il est aussi capable de comprendre l'évolution de cette législation. Et dans l'une des dernières émissions, il était en train d'expliquer comment une législation donc qui était en place dans le monde agricole était en train de basculer
pour devenir une législation de droit commercial comme elle existe dans les sociétés, de droit privé, les sociétés, je dirais, du monde tertiaire, primaire ou secondaire. Donc autour de ça, il avait exprimé aussi les dangers de cette mutation du modèle. C'est-à-dire que dans le modèle qu'il avait connu, il était donc soumis à des décisions de justice, et dans le domaine tel qu'il est en train de se dessiner pour l'avenir, c'est une justice de professionnels qui va juger leur père, d'accord? Et donc, imaginons que autour de la table du jugement, vous vous retrouvez avec des gros possesseurs terriens de type FNSEA. Et ben, au final, la FNSEA, qui a besoin de terres pour toucher la PAC, Mmh. vous savez, la politique agricole commune, vous pouvez Mmh. avoir des notions de spoliation du pauvre agriculteur qui, parce qu'il n'a pas, la taille d'exploitation nécessaire, peut être amené en difficulté, et ses pairs saisissent euh, comment, ben, comme toute liquidation, peuvent être amenés après à saisir les terres, c'est-à-dire les racheter à vil prix au tribunal Mmh. de commerce qu'ils représentent. Donc ça, Et il l'avait. on nage en plein conflit d'intérêts. Alors, mais c'est exactement ça. On nage en plein conflit d'intérêts, et c'était c'était devenu la grande mission de Michel, qui, quand il avait compris ces éléments de spoliation, en fait, était rentré dans une association qui s'appelait le CNETH. Donc, excusez-moi l'acronyme, mais ça voulait dire euh, comment défense. Excusez-moi, j'ai plus vraiment les termes en tête, mais la défense des sociétés à CNETH. taille humaine. Mmh. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'était aperçu que des consortiums auxquels il avait été confronté pouvaient mettre en difficulté des sociétés, donc en intimidant les clients, par exemple, en faisant pression au niveau des structures bancaires pour que vous n'ayez pas accès au financement, que vous n'ayez pas accès aux prêts, que vous n'ayez pas accès aux capacités de découvert. Et quand vous n'avez pas d'accès aux prêts, quand vous n'avez pas d'accès aux découverts, quand vous êtes en train de mener votre entreprise, vous pouvez être amené, en fait, à passer devant le tribunal de commerce, et là aussi, en fait, à rentrer dans une machine. Alors attention, hein, elle n'est pas généralisée, hein. Il y a des tribunaux de commerce qui fonctionnent très très bien, mais Mmh. il y a des tribunaux de commerce dans lesquels le vice de la spoliation est rentré, et en fait, Mmh. vous pouvez être condamné à arrêter votre activité. Cette activité se retrouve en vente, hein, vous connaissez sans doute Mmh. la démarche, elle est vendue au tribunal, et en fait, au tribunal, c'est un jeu d'enchères. Et quand il n'y a pas de surenchérisseur, en fait, quand il n'y a pas d'offre, vous pouvez être amené à racheter ce que l'on appelle à 1 € une société au tribunal de commerce. Si vous avez les réseaux qui sont des réseaux financiers, des réseaux qui sont proches de vous, vous permettant de relancer l'entreprise, eh Mmh. ben en fait, vous avez spolié une personne qui a C'est mis ça. son énergie pour créer la boîte, vous êtes Mmh. passé à la caisse tribunal, vous êtes donc privé de droit de conduire cette société, hein, cette personne morale, et en fait, elle est rachetée à vil prix par peut-être votre concurrent. Et votre C'est ce concurrent, il que a tout intérêt à racheter, quoi. Ah bien sûr, c'est ce que faisait avec, brio Bernard Tapie? Alors, effectivement, on commence à enchaîner rapidement les affaires. Quand il est rentré dans ce type d'analyse, C'est assez là vite. qu'il a mis le doigt sur la pelote de laine et qu'il a compris tous les réseaux mafieux. Enfin, ça a commencé comme ça, en fait. Alors, on va revenir sur comment le couple Tapie-Borloo, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, dans ce que je viens d'exprimer, c'est exactement là-dessus qu'il est rentré, et il est rentré dans ce que d'autres ont décrit comme étant le scandale des tribunaux de commerce. Voilà, il y a Oui. eu un livre de Mmh. Monsieur Goudineau là-dessus qui s'appelle Le Mmh. scandale des tribunaux de commerce. Mmh. Goudineau connaissait bien Michel, et en fait, donc, c'est à partir de leur association CNETH que Godineau a pu écrire ce qui a été un véritable pavé dans la mare. Ça a été un véritable pavé dans la mare, parce que c'était sans doute la première fois que ce Mmh. scandale, qui existait depuis les années 67-68, était en cours. Alors pourquoi 67-68? Mmh. Parce qu'à cette époque, il y a un ministre, il était remonté jusque ce ministre, qui était l'ancien maire de Bordeaux, donc Chaban-Delmas, et
Ah oui. Chaban-Delmas avait fait une modification du droit de commerce permettant de rentrer dans les procédures que je vous ai décrites. Mais avant de rentrer dans cette difficulté, Michel avait eu une deuxième activité, ou du moins il avait voulu créer cette deuxième activité. Il était passionné d'aviation. Et je crois que pendant son service militaire, il avait eu des relations avec le monde de l'aviation et il souhaitait créer une société vous savez, comme ça existait il y a quelque Mmh. temps, de baptême d'ULM et de formation de pilotes ULM. Voilà. Il Il aimait considérait bien les même que dans sensations fortes, entre la moto et l'ULM, il aimait bien les sensations. Bah, en fait, l'ULM, il y voyait, je pense, hein, maintenant le connaissant assez bien quand même, il y voyait aussi l'avenir de l'agriculture. Vous savez, la possibilité de Mmh. surveiller les champs, la Ah possibilité de oui? faire peut-être de l'épandage par. Et donc, en fait, ça préfigure ce qui est en train d'arriver. C'est l'agriculture, comment productiviste, poussée dans la technologie, avec l'arrivée des drones sur les exploitations. Mmh. Bah, Michel, en fait, il avait peut-être 20 ans d'avance sur cette notion. Et donc, il va Mais de commander. l'épandage, on va préciser, l'épandage, bienveillant? Ah ben, en fait, ça aussi, c'est un autre sujet. Oui. Quand vous êtes sur ce type d'exploitation, Mmh. surtout à son époque, le bio est arrivé un petit peu plus tard, Mmh. et ben, vous n'avez pas d'autre mesure que de passer sous les fourches codines de l'organisation de l'agro-industrie et du biochimique, en fait, hein. Donc, Mmh. vous achetez vos intrants à la coopérative et il n'y a pas d'autre alternative si vous voulez, d'une part, vivre et si vous voulez, d'autre part, en fait, exister dans cet environnement extrêmement compétitif, hein. Parce qu'en fait, Mmh. entre deux paysans sur des parcelles communes, il y a une compétition quasi ancestrale qui mérite d'être, enfin, qui a sans doute été, enfin, qui a été étudiée de manière là aussi sociologique. Mais celui qui en a le mieux parlé dès le 19e siècle, c'est Émile Zola, vous savez, dans sa critique sociale. Mmh. Et Émile Zola, dans le roman La Terre, montre bien les enjeux de terre, de spoliation, de mètres carrés, mais vraiment mesurés, vous savez, avec une rectitude Mmh. absolue, qui, en plus, avec l'arrivée de la fameuse politique agricole commune, va prendre des enjeux considérables parce que vous êtes payé au mètre carré, quoi. On peut vraiment dire ça. Alors donc, Michel, pour reprendre, veut se Le film. lancer donc, dans l'ULM Mmh. et il commande 5 ULM aux États-Unis. À l'époque, en fait, c'est les US qui sont probants sur ce marché. Et quand il reçoit les ULM, en fait, il les reçoit sabotés. Mmh. En fait, ils n'ont pas été sabotés par le constructeur, hein, qui envoyait donc des ULM en bonne qualité. Ils étaient stockés sur un aérodrome, donc Mmh. l'aérodrome de Bagnoles de l'Orme. Et dans l'aérodrome, dans les locaux de l'aérodrome, en fait, une bande, un groupe, va venir saboter, mais rendre inefficace, complètement inutilisable, les 5 ULM. Donc autour de ça, Michel n'a pas possibilité d'honorer donc sa création de boîte. Enfin, la boîte est créée, il n'a pas possibilité donc d'exploiter son gagne-pain, on va dire, Mmh. et il est obligé donc de liquider la société. Donc ça lui reste vraiment au travers de la gorge. Et à partir de là, donc, il va mener une autre enquête sur des réseaux très locaux autour de chez lui, qui sont les réseaux autour de Bagnoles de l'Orme. Alors, comment dire, on a son activité paysanne qui a été déjà mise Mmh. à mal dans l'environnement de la forêt des Andennes, d'accord. Et Mmh. on a sa deuxième activité, donc qui a été mais complètement pliée Mmh. au niveau de l'UNM. Et en fait, quand il va travailler sur les deux sujets, il va s'apercevoir qu'il y a une connexion. Et cette connexion, en fait, est liée à la grosse et à la très très grosse criminalité internationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les petits aérodromes de campagne, comme celui donc à côté de chez lui, qui est là, il faut vraiment aller voir. J'ai été sur les lieux, c'est assez édifiant. Vous avez un aérodrome en plein milieu de la forêt, c'est-à-dire isolé en fait, de tous les réseaux, hein. C'est vraiment Mmh. isolé de chez isolé. Et en Ce fait, donc la sabotage mafia, ce sabotage est ciblé? Enfin, il n'est pas dû au hasard? complètement Stéphanie, il est complètement ciblé. Pourquoi? Parce qu'en fait, et vous allez le comprendre, les Mmh. exploitants, ceux qui étaient déjà en place sur cet aérodrome, ne voulaient surtout pas voir s'installer d'autres activités. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitaient protéger leurs propres intérêts
Et ce que va découvrir Michel, c'est que ces intérêts-là, surtout sur les petits aérodromes qui fleurissent sur le territoire français, permettent de faire du trafic sans contrôle. Voilà. Et lui, ce qu'il va démontrer dans sa région, c'est que l'aérodrome reçoit des avions qui sont chargés de cam, la cam qui est distribuée dans les réseaux de boîtes de nuit de sa région, d'accord, et boîte de nuit plus casino, d'accord. Et donc là, on est vraiment dans la grande criminalité. L'autre point qu'il découvre, c'est que une fois qu'il y a de l'argent liquide qui est récolté par la vente de ces produits stupéfiants, en fait, il faut les blanchir. Et ce qui va se passer, c'est que les avions vont servir de tremplin pour partir de l'endroit où il est pour atteindre les îles anglo-normandes. Qui sont des paradis fiscaux. Oui. Hervé, Guernesey, c'est des Jersey, paradis ouais. fiscaux. Oui, tout D'accord. à fait. Et autour de ça, en fait, donc Michel est rentré de plein fouet dans en fait 2 niveaux de dysfonctionnement. On a vu les tribunaux de commerce, en fait, voilà, et la grande criminalité autour d'un sujet extrêmement précis, l'exploitation des aérodromes dans l'exploitation du trafic de drogue. Alors vous allez me dire, oui, on est en Normandie, mais pourquoi la Normandie? Ben parce que la Normandie est à 1 heure et demie ou 2 heures de Paris et que sur son front de mer s'est développé à partir du 19e siècle les grandes stations balnéaires. Et dans les grandes stations balnéaires, on avait démontré ça dans nos émissions avec Michel, se sont installés des casinos. Casino. Et les casinos sont, comment dire, historiquement, là on n'est pas du tout complotiste, on est vraiment dans l'histoire, c'est Oui, argumenté, il y a eu des c'est fait. études, il y a eu des magnifiques reportages là-dessus, hein, République et Mafia, vous regardez ça. Et en fait, les casinos sont, comment dire, des endroits de blanchiment. Alors de blanchiment local, mais aussi de blanchiment internationaux. Alors pourquoi blanchiment internationaux? Ben parce qu'un jeton de casino, hein, on connaît bien les jetons de casino, pour ceux qui ont déjà été joués sur le blackjack ou d'autres tables de jeu, hein, la roulette notamment, hein, et ben en fait, ce jeton, il est compensable dans tous les casinos du monde. Vous imaginez? Donc vous arrivez avec du liquide sur une table de jeu de Bagnoles de l'Orne, hein, parce qu'il y a un casino à Bagnoles de l'Orne, et en fait vous prenez un jeton, parce que ce jeton vous pouvez aller le valoriser n'importe où dans le monde, soit vous le jouez, soit vous reprenez de l'argent à la banque. Donc, vous voyez bien un peu le système tel qu'il peut fonctionner. Et donc, en fait, là, on est dans la grande criminalité et la première pierre angulaire de la démarche va être positionnée par le droit d'exploitation des jeux en France. Et Michel va remonter jusque la source. Et la source, en fait, elle date du 5 mai 1947, où Schuman, qui faisait partie donc du gouvernement Daladier, alors tout ça c'est des noms, hein, je vais sans doute en Oui. enchaîner plusieurs, hein, donc le gouvernement Daladier, qui avait déjà une grosse responsabilité en avant-guerre, hein, revient donc aux affaires et ministre, je crois, de l'économie du budget, il y a Robert Schuman. Et Robert Schuman va signer un décret, ou il va faire signer un décret, qui donne l'exploitation de l'ensemble du secteur des jeux de hasard et des jeux d'argent en France aux Corses. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Alors la raison officielle, c'était pour remercier les Corses d'avoir, de s'être auto-libérés du joug nazi Nazi. pendant la guerre. Hein, on sait bien que les Corses ont eu une action héroïque pendant la guerre. Ils ont chassé les Allemands par eux-mêmes. Hein. Il n'y a pas eu de débarquement dans leur île. Ils ont fait le boulot tout seuls. Et en fait, donc, cette fange de l'État va leur accorder la capacité donc de gérer l'intégralité des jeux d'argent par remerciement. Donc ce sont les Corses qui gèrent les casinos, ce sont aussi les Corses qui vont être prégnants dans tout ce qui est divertissement, jeux d'argent. Donc autour de cela, il suffit de regarder qui est aujourd'hui le patron de la Française des Jeux pour que vous vous rendiez compte que je dis pas n'importe quoi en fait. Monsieur Lantieri, hein, qui est un nom très très connu dans le circuit. Alors je dis pas que celui actuellement président fait partie de cette famille-là, mais en fait il porte un nom corse et il est donc le
président de la Française des Jeux. Donc le casino, évidemment, c'est la possibilité de blanchir. Et quand on est dans le casino, on a donc les grandes structures balnéaires de la côte. Et on va retrouver Deauville, on va retrouver Trouville, on va retrouver des villes qui vont à la fois associer le jeu, la possibilité de blanchir, mais un autre élément qui est un élément sur lequel Michel va beaucoup travailler, qui sont les champs de course. Mmh. Les champs de course de chevaux. Le Parce qu'en fait, les cheval. courses de chevaux sont gérées Le par cheval. vous Mmh. en avez un J'en ai un en très temps beau là, oui, oui, il est là. Il est gracieux. Le cheval est un symbole très fort et comme vous dites, c'est un objet, de comment dirais-je? Un enjeu énorme, pour plein de raisons justement. Exactement, et qui est parfaitement négligé dans la société que nous connaissons, parce que nous ne connaissons pas ce monde, pour la plupart d'entre nous, hein, ce monde de l'élevage et ce monde des courses. Voilà. Et en fait, Michel va être complètement amené à étudier ça dans l'interface des deux mondes qui est maintenant le sien. En fait, ce qu'il va s'apercevoir, c'est que les terres sont réformées. Les terres agricoles de sa région sont réformées et elles vont passer du statut de terre de production, hein, production céréalière ou de maïs, euh, Mmh. au statut de terre pour l'élevage des chevaux. Et en fait, il va s'apercevoir que un organisme qui est un organisme tutélaire, en fait, va reclassifier les terres. Et évidemment, il y a des acheteurs qui sont des acheteurs à typologie argentée, Mmh. parisiens, la plupart du temps, on le disait, qui vont acheter les terres de sa région pour en faire des chevaux, enfin du moins pour élever des chevaux et les élever en vue de faire des courses Mmh et mh. donc de s'engager sur des courses du PMU autour de l'intégralité des champs de courses qui sont en France. Quand vous êtes là, il faut bien comprendre que Michel, dans son côté local, était voisin d'une commune sur laquelle était présent quelqu'un qui a défrayé la chronique dans les années 80-90, c'est le fameux docteur Mabuse, Bernard Sainz. Mmh. Bernard Sainz est celui qui a fourni le dopage et qui a couvert le dopage de l'équipe Festina notamment. Oui, Alors, vous voyez déjà, on touche les l'affaire gros sujets, Festina, hein, Stéphanie. à l'insu Ça, de notre plein gré. exactement. Et donc là, vous voyez que C'était Richard dans Virenque, la star de ce scandale. Richard c'était Richard Virenque. Virenque, la Mmh. star de ce scandale, autour Mmh. de la plus grande manifestation Mmh. sportive au monde. Et le Mmh. sport, évidemment, c'est le sport des médias, c'est le Mmh. sport de l'argent. D'accord? De l'argent Et ce et c'est que politique aussi, c'est éminemment politique, le sport. C'est lié à la et politique. Et on y reviendra si vous voulez, parce que Mmh. ce méandre va nous amener à toucher le comité olympique international ou le comité international olympique, hein, parce que c'est le CIO. Et en Mmh. fait, en touchant le CIO, on est clairement dans la politique, on est même dans l'ingérence d'État, quoi, hein. Et on Oui. va y revenir parce que son ancien président, Antonio Samaranch, était Mmh. extrêmement proche d'un contradicteur auquel Michel a eu affaire. Ce contradicteur s'appelle André Guelfi, surnommé Dédé la Sardine, et André Guelfi était l'un des plus gros mafieux en détournement d'argent. Ce mafieux donc qui s'est livré sur des vidéos et a expliqué comment, par la corruption, il arrivait à corrompre le CIO pour que les pays en fait deviennent des organisateurs de Jeux olympiques. Et tout ça parce Mmh. que Samaranch était son copain et Guelfi, en fait, était le grand financier de l'intégralité de cette machine. Guelfi, et là on voit le lien, qui est un jour arrêté, il va passer donc quelques mois, je pense, hein, je n'ai pas vraiment les détails, excusez-moi si je ne suis pas précis sur les années, les mois, mais il va Non, mais passer donc quelques temps en prison, et il mmh. a un co-prisonnier avec lui. Alors c'est pas Sarkozy, hein, non, c'est Bernard Tapie,
Et en fait, donc, Guelfi et Tapi deviennent copains et Guelfi fait un prêt d'argent qui permet à Tapi de continuer ses affaires sous l'égide d'un avocat d'affaires qui est le plus gros avocat d'affaires ou l'un des plus gros avocats d'affaires français de cette période, pas lui tout seul, mais son cabinet, qui a au moins 50 avocats qui travaillent pour lui, c'est Jean-Louis Borloo. Ah D'accord? oui. Et là, on Mmh. a un trio, Guelfi le mafieux, Mmh. Tapi, l'homme d'affaires, Mmh. prête-nom bien idéal pour récupérer des affaires au tribunal de commerce, et quelqu'un qui vient bien ficeler les dossiers administrativement, qui s'appelle Borloo. Donc là, on a déjà bien traité. Alors, on reviendra sur le comité international olympique plus tard. Là, on était donc sur les Borloo chevaux. qui sera ministre. Et puis qui nous donne des conseils, hein. Vous avez vu, Mmh. hein, récemment, c'est quand même lui qui est encore intervenu pour dire ouais, la France va mal, j'ai la recette, il faut fermer tous les services publics, il faut détruire l'État en gros, et puis on va repartir comme en 40. En fait, 40, on a vu 47, c'est les Jeux donnés aux Corses qui en Mmh. profitent mais largement, et comme en 40, c'est ce que faisaient Mmh. Tapi et Borloo dans les affaires. Je reconnecte pour nos amis auditeurs ou internautes, c'est aussi lié au Crédit Lyonnais, en fait, hein, le scandale du Crédit Oui. Lyonnais, l'incendie des deux bâtiments du Crédit Lyonnais, surtout celui de Paris, qui intervient en fait de manière tout à fait idéale, parce que des procès étaient en cours et que, évidemment, la disparition des pièces était Opportune. essentielle. Mmh. Ouais, un certain Despézeille, vous verrez dans les recherches, si vous allez chercher donc qui était le directeur général de cette structure à l'époque, il s'appelle Despézeille, et lui va mourir aussi dans des conditions tout à fait particulières, voire anticipées. Mmh. Nous étions donc, excusez-moi si c'est complexe, mais c'est très important, hein, je tiens à rendre hommage à Michel et je veux rentrer dans ces détails qui Bien vous sûr. décrivent le fonctionnement de notre, On en de notre société. Notre société, a priori bien mafieuse. Effectivement, on est dans l'entourage de Borloo, on en était là, en fait. Grand Ouais. avocat. Alors, on était en train de faire le lien avec les chevaux, et Mmh. vous allez comprendre que là, on va toucher vraiment des sujets qui sont des sujets d'actualité, parce que les chevaux, pour qu'ils gagnent des courses et que finalement ils soient payés par le PMU, donc les Mmh. paris mutuels urbains, hein, c'est-à-dire que c'est nationalisé, hein, cette affaire, et ben il suffit de les doper à l'insu de leur plein gré, hein, parce qu'un cheval, ça parle pas, un virin qui Mmh. parle, mais le cheval ne parle pas. Et donc, en fait, on va rentrer dans le réseau des vétérinaires qui dopent les chevaux pour qu'ils aient plus de chances de gagner sur les champs de course et générer à cette époque, mais vraiment des millions d'euros, quoi, hein. Là, on Mmh. parle de transactions ou de spoliations à millions, à centaines de millions d'euros. Et évidemment, quand on fait ça, on va exciter le cheval sur deux axes. On va exciter le cheval sur un axe, on va dire, énervement, vous voyez, stimulation, et on va Mmh. aussi lui donner de la masse musculaire. Et ben en fait, ces deux éléments qui sont développement de la masse et excitation, c'est le passage de l'animal à l'homme par l'intermédiaire en fait de cette grande machine qui s'appelle Big Pharma. Ça ne peut se faire que par l'intermédiaire de structures de type Big Pharma. Et donc, le passage de l'animal à l'homme, c'est vraiment la spoliation de toutes les activités sportives qui ont éclaté aux yeux du grand public quand Ben Johnson, souvenez-vous de cette course de Mmh. 100 mètres je ne sais plus, c'était à Los Angeles peut-être, les Mmh. Jeux Olympiques, où Ben Johnson non seulement décroche la médaille d'or, mais en fait passe sous une barre symbolique, je crois que c'était la barre des 10 secondes à l'époque, peut-être la Ouais. barre des 9 secondes, et, euh, et, euh, et en fait, tout le monde est stupéfait et on apprend quelques instants plus tard, quelques jours plus tard, qu'il était positif aux stéroïdes anabolisants. On n'avait jamais entendu parler de cette substance, et là on en entend parler, mais elle était déjà extrêmement active dans Mmh. le milieu des courses et comment dire dans le milieu normand. Alors là, notre ami Michel est complètement confronté à ça parce que son voisin
à Saint-Michel-sur-Andenne, et ben, comment c'est le maire de Saint-Michel-sur-Andenne qui l'avait déjà emmerdé avec les histoires vous savez, de chasse et puis de droit de chasse et puis de passage en fait des comment dire du gibier sur son terrain. Et le maire de cette commune, ben, c'est le père de Gérard Larcher. Mmh. Gérard Larcher qui est président du Sénat aujourd'hui, mais Gérard Larcher qui est surtout vétérinaire en fait. De D'accord? formation, oui. Mmh. De formation et qui habite donc à quelques kilomètres de Bernard Sens. Alors, évidemment, vous savez ce qu'on dit sur le Covid, maintenant qu'on meurt de crise cardiaque après des myocardites, corrélation n'est pas causalité, vous connaissez bien Causalité. ça. Mmh. C'est Ce pas sont des parce que coïncidences, on appelle ça des coïncidences. exactement, c'est exactement des coïncidences. On a donc Gérard Larcher, dont le père est maire de Saint-Michel-sur-Andenne, et on a donc Bernard Sens qui habite à quelques kilomètres, je crois que c'est une dizaine de kilomètres. Alors c'est très marrant, et l'enjeu c'est le cheval, d'accord? Et donc le cheval, eh ben on l'a, et puis ben regardez bien qui sont les grands spécialistes du cheval en fait. Eh ben Michel avait démontré que la partie centriste, vous savez, l'hypercentre auquel nous sommes super concentrés, Mmh. était extrêmement passionné par les chevaux. L'un des grands propriétaires de chevaux en France, d'ailleurs, il a quitté le rôle de Premier ministre pour aller s'occuper de ses chevaux avant de choper la grippe et d'être Oui. positionné en urgence quasi absolue il y a une semaine. Eh ben, c'est François Bayrou. Mmh. Ah, c'est marrant, François Bayrou, il a des chevaux, il en a même un certain succès. Et vous savez qu'il avait un bras droit quand il était président du centre. Son bras droit était une femme, Une femme. qui s'appelait. Marielle de Sarnez. Oh, merci pour le prénom, j'avais oublié le prénom. Donc Marielle de Sarnez. Et donc Marielle de Sarnez, voilà, très volontaire, on sait très bien, ben, elle avait un mari aussi. Et le mari était, ni plus ni moins que le maire de Deauville. Ah, Voilà. pour le Ah bah c'est cheval, marrant c'est parce que idéal. Mmh. Deauville, les courses de Deauville, pour Mmh. celui qui, quand il était plus jeune, a suivi les courses du quartier, enfin du tiercé et du comment on dit, le quarté, ouais, le quarté, Carter, et ben oui. c'est Deauville quoi. Deauville, Deauville, c'est bien le sûr. summum du cheval. Ah oui, du glamour, hippique. Le glamour hippique. Alors, quand on a le cheval, on a déjà la partie centriste. Parmi les centristes, moi, je vais en rajouter un sur lequel Michel a beaucoup travaillé, qui est Éric Woerth. Putain, Ah, Éric Woerth qui nous fait des leçons à longueur de journée à la télévision parce que voilà, il faut bien voter, surtout voter Macron, on sait bien. Bah, lui, il a été RPR et tout. Mais souvenez-vous qu'il s'est fait un peu coincer dans les affaires d'hippodrome de oui, Chantilly. Ah bah exact. Chantilly, quand on est spécialiste de la de la de Magnifique la course, aussi. Mmh. c'est quand même magnifique. Enfin voilà, C'est la crème de la hippodrome. crème, pour faire des jeux de mots. C'est le cas de Pas le mal, dire, non? c'est le cas de C'est le le cas dire. de le Et en fait, là, on va retomber, et vous voyez qu'on va boucler. Moi, j'aime bien boucler. Michel aimait bien boucler parce que même si c'est complexe, il faut bien essayer de comprendre. Donc, nous avons notre tout se tient, c'est un grand puzzle. On en arrive à la démocratie chrétienne. Alors, on arrive. Alors, oui, oui. Alors, on a Allez-y, ouvert plein de pistes. Je vais revenir. Mais je vous Woerth, vous laisse savez que boucler. Woerth, Mmh. comment Stéphanie, il se fait gauler aussi, dans une affaire assez grave. C'était lui, le trésorier du RPR, quand ils ont spolié celle que les Guignols appelaient Mamie Gâteau. Vous vous souvenez Oui. de Bettencourt, Madame Bettencourt. Mmh. Et ben en fait, c'est Rick Woerth Oui. qui est présent. Mais en fait, Madame Bettencourt était ciblée par un autre personnage qui lui fait la François-Marie Bagné? jonction. François-Marie Bagné. Alors, on pourrait revenir sur le photographe Ah, François-Marie François-Marie Bagné, Bagné. etc. Parce que là aussi, Mais il il y y a à avait dire. Sarkozy aussi, bien sûr, qui est venu, chercher des billets chez Et qui, madame et qui est le copain de Bettencourt. Sarkozy? Qui est le copain de Sarkozy? Squarcini? Oh putain, oui. Non, il a beaucoup de, il a beaucoup de, Il il a a beaucoup de beaucoup copains, d'amis. en fait, infréquentables. Alors, Heu, un homme avec qui Tachyville? il, Non, je plaisante. fait du vin. Un homme avec qui il fait du vin rosé, je crois notamment. Ça vous parle? Pasqua? Mais non, Pasqua, non, mais c'est vieux ça. Parce que Non. c'était son parrain en politique, mais C'était il est son mort. parent en politique. Il est mort un Mais on peu, va y revenir, Pascal. Non, Sarkozy, Guéant? non, 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 ce n'est pas un homme politique, c'est l'homme du divertissement en France, c'est l'homme qui détient sans doute l'une des plus belles structures de divertissement, c'est Stéphane Courbit. Ah, Stéphane Courbit, oui, producteur, notamment de
peut-être d'Ardisson, je sais plus. Alors, producteur de Hanouna, producteur Voilà. comment, De de grosses beaucoup de monde, émissions, hein, de Chavannes. À un moment, il s'est braqué avec de Chavannes. Enfin bon, il y a pas mal de exactement. trucs. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Et en fait, Oui, donc, oui. lui, il se fait coincer autour donc de relations avec Madame Bettencourt. Et Sarkozy et Courbit, et ben en fait, ils ont une affaire en commun qui leur a collé au basket, hein. Ils ont réussi à s'en sortir, mais manifestement quand même, ça leur a joué un peu de tour dans leur réputation. C'est une affaire sur laquelle en fait ils exploitaient un aérodrome de campagne. Enfin, une campagne un peu plus, riche que celle de Normandie et de Bagnols sur l'Orne. Mhm. Ben cet aéroport, vous le connaissez, c'est l'aéroport de la Mole, je crois qu'il s'appelle comme ça, à Mhm. Saint-Tropez. Ah, Et sur Saint-Tropez. l'aéroport de la Mole à Saint-Tropez, vous retrouverez des vidéos où en fait vous avez des Mhm. pilotes qui disent oh putain c'est l'aéroport idéal parce que ici on se pose, il n'y a jamais de contrôle. Et en fait, bah oui, c'est aussi l'aéroport qui a été utilisé dans le cadre de l'affaire Air Cocaïne. Ah d'accord. C'était pas contrôlé, donc il y avait de la drogue qui circulait par là. C'était une plaque. Dans les aérodromes, les aérodromes de campagne, c'est ce qu'a démontré Michel. En fait, vous avez une porte ouverte où les contrôles Mmh. sont difficiles, ou du Mmh. moins ils ne sont pas réalisés. Et donc, ces endroits-là sont scrutés pour réaliser des points d'entrée dans les régions. Alors évidemment, il y a des grosses saisies dans les gros aéroports, hein. Michel a aussi Mmh. travaillé sur une saisie de plusieurs centaines de kilos de cam. Il a montré comment les réseaux étaient interconnectés, hein, on va pas pouvoir entrer là-dedans, mais comment, dans l'explosion du trafic de cam aujourd'hui, vous avez les entrées par ces aérodromes et également, je tends à le dire, par les ports, hein, les ports de pêche, les ports Oui, de c'est évident. plaisance qui sont ouverts à tout vent. À tous les vents. Donc en fait, là, vous avez le réseau. Il y a un réseau. Puisqu'on est à Saint-Tropez, on peut faire une parenthèse qu'on va refermer assez vite. On peut rendre hommage à Brigitte Bardot qui nous a quittés hier. Brigitte Bardot disait que le dernier combat de sa vie, c'était de mettre fin à l'hypophagie. Elle a envoyé en 2023 une lettre assez salée à Emmanuel Macron en lui reprochant d'avoir permis le commerce avec le Japon. Donc en fait, la France recommençait avec Emmanuel Macron à envoyer des chevaux vivants au Japon pour qu'ils puissent être mangés sous forme de sushi. Vous voulez dire 2 mots sur sa fondation ou sans aller trop loin, bien sûr? Non, 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 mais elle va nous aider à rebondir. Mmh. Déjà, donc, on connaît l'engagement de Brigitte Macron pour la cause animale, et donc, Brigitte moi, je Bardot, vous. vous avez dit Brigitte Macron et c'est un joli Pardon, lapsus. je me trompe. C'est pas la même Brigitte, on peut Brigitte pas dire. Bardot, oui, Bardot, vous savez, Bardot, c'est aussi le croisement, je crois, d'un âne et d'un cheval. Enfin, c'est assez Oui, marrant. c'est marrant, Et, oui. et donc, oui, dans la cause animale, et dans le courrier que vous citez, elle l'écrit, hein, elle défend Mmh. aussi donc le commerce et l'abattage des ovins et des bovins. Et donc là, je pointe votre attention sur la commission d'enquête qui commence à dater autour d'un groupe. Donc Brigitte Bardot qui s'intéresse évidemment à la cause animale et qui dans son courrier à Macron, souligne non seulement les chevaux, mais aussi les bovins et les ovins. Et sur Mmh. ce niveau, finalement, il est très très intéressant de pointer le regard vers finalement une autre organisation, tout à fait légale évidemment, mais qui s'est quand même fait remonter les bretelles lors d'une commission d'enquête qui a eu lieu à l'Assemblée nationale il y a quelques années. Vous retrouverez ça sur le web facilement. C'était la société Bigard qui avait été qui avait subi des remontrances, hein, de la part des députés, eu égard en fait aux conditions de travail qu'elle faisait subir à ses salariés. Et donc là, c'est très intéressant, le monde de l'abattage ovin-bovin, parce qu'on a certes Bigard, qui est le géant français, peut-être même européen, hein, de cette activité, mais ça nous permet de pointer vers un autre endroit, alors bien inconnu, mais fondamental. Alors même Hergé, vous savez, Tintin, Mmh. Stéphanie en avait parlé dans sa BD,
Tintin en Amérique. Et il faut pointer le regard vers l'endroit où sans doute a été sacrifié un nombre de bovins tout à fait hors du commun, même inimaginable, je pense. C'est les abattoirs de Chicago. Voilà, l'endroit au monde où les bovins ont été massacrés dans des conditions tout à fait insaines pendant des générations, c'est les abattoirs de Chicago. C'est très, très, très euh, remarquable de voir que comment l'implantation de ces abattoirs qui datent de 1850 à peu près ont correspondu à la disparition vous savez, des bisons sur les plaines donc de l'Illinois et sur les plaines américaines. Donc, on se retrouve là avec un autre scandale quand on est à Chicago qui va nous reconnecter avec évidemment la France, c'est que Chicago, où les abattoirs sont vraiment prégnants, hein. Il y a deux activités principales à Chicago, il y a les abattoirs et il y a les mines, dans lesquelles en fait il y a des Italiens, des Polonais qui font l'intégralité de la comment dire de l'exploitation humaine, parce que pour aller dans le sens de Brigitte Bardot, son courrier, elle parle des animaux, mais elle parle aussi des conditions de travail de l'humain. Chez Bigard, les conditions de travail ont été dénoncées, et en fait, à Chicago, c'est la même chose. Et en fait, pour supporter ces conditions de travail très difficiles, et ben, évidemment, l'humain n'a pas beaucoup d'échappatoire, surtout à cette période, et à cette période, c'est l'alcool. D'accord? Entre 1850 et les années 20, c'est l'alcool qui est consommé d'une manière extrêmement massive. Et évidemment, choqué dans ces conditions, les ligues, on va dire, chrétiennes, les ligues puritaines, et en fait, les ligues puritaines vont faire pression sur les élus américains pour établir la prohibition. Et donc, évidemment, la prohibition, c'est la mafia. On est passé de l'autre côté du continent, mais vous allez voir qu'on va tout à fait y revenir, parce que c'est la mafia. Chicago, évidemment, c'est Al Capone. Alors, Hergé, dans sa BD Tintin en Amérique, il parle de Al Capone. Et il montre bien le lien tout à fait ambigu entre l'abattage des animaux et la mafia. Et évidemment, je vais apporter peut-être des éléments nouveaux ou à ceux qui s'intéressent à ça. Si les Amériques, ou du moins les USA sont sous contrainte de la prohibition, il y a un pays qui ne l'est pas, c'est le Canada et c'est surtout le Québec de langue française. D'accord? Et dans cette période-là, il y a une activité française qui est très très consommatrice d'alcool, mais qui permet le voyage d'alcool d'un endroit, d'un continent à un autre, c'est la pêche et ce sont les Terre-Neuve. Donc en fait, les Terre-Neuve, qui vivent aussi dans des conditions de travail horribles pour aller pêcher la morue, donc au large de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés d'alcool au départ. Ils partent de Granville, Normandie, comprenez? Ils partent aussi de Saint-Malo, Bretagne, Ah oui. mais ils partent essentiellement de Granville. Et comment dire, évidemment, il y a de la consommation d'alcool tout le long du bord, mais manifestement, ils vont laisser une partie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, Québec, en fait, il y a une traversée qui se fait de manière tout à fait rapide par bateau, et comment le trafic d'alcool va se faire par Saint-Pierre-et-Miquelon, le Québec, va traverser le fleuve Hudson, en fait, pour arriver à Chicago et arriver à New York, et donc alimenter ce qui est le vrai départ du financement de la mafia, donc tel qu'on la connaît et tel que Scorsese l'a décrit dans les films. Alors vous allez me dire, on est parti loin, on est en train de décrire vraiment, vraiment l'âge d'or de la mafia. On a tout relié. Ouais, on Mais il y arrive a un dans le point commun, parrain. Stéphanie. On arrive dans Oui, le on parrain, je arrive dirais. directement, en fait. Exactement, on arrive dans vraiment ce qui a fait parce qu'en fait, c'est les voyous aussi qui font vendre, hein. On parle de Borloo, Tapi, on voit bien qu'à chaque fois qu'il passait à la télévision, Tapi faisait des scores d'audience de dingue, à tel point qu'il faisait même des émissions de télé à l'époque. Vous vous souvenez, comment Bien devenir sûr. créateur, etc., etc. Ah, et puis il y a une grande Donc en fait, histoire le voyou, d'amour. Il y a une grande histoire d'amour entre le cinéma et les grands voyous, quoi, les voyous célèbres, hein. Je parle pas seulement des Guérini, mais le gang des Lyonnais, etc. C'est une fascination mutuelle. alors vous allez voir qu'on va y revenir, mais
tout rapidement. En fait, l'un Mmh. des grands acteurs de la prohibition, et il est très peu défini comme ça, évidemment, parce que c'est le grand père fondateur de l'Europe, en même temps que Schuman, dont j'ai Mmh. dressé comment dire, le portrait tout à l'heure, hein, eh ben, c'est Jean Monnet. D'accord? Mmh. Et tout le monde oublie ou néglige que Jean Monnet, son activité principale, c'était producteur de cognac. Mmh. Et en fait, ce qui fait exploser, comment dire, la fortune de Jean Monnet, c'est la prohibition aux États-Unis, parce qu'en fait, lui, il profite de cet arc, qui est un arc donc atlantique entre la France et le Québec et comment dire l'arrivée sur le territoire américain. L'un des points qu'il faut noter, c'est que Pasqua, qui est dans cet environnement, était marié avec une bootlegger, la fille, enfin c'était la fille d'un bootlegger québécois. Donc euh, Mmh. Jeanne Joly, c'était son nom, était la Mmh. fille d'un bootlegger. Donc tout de suite, Pasqua, qui était lui aussi dans l'alcool avec Mmh. Ricard, était dans ces milieux interlopes. Alors quand on a ça, évidemment, on a Monet, on a Schumann, on a la création de l'Europe. Voyez-vous que l'Europe s'est Mmh. déjà positionnée sur des bases qui sont des bases de typologie mafieuse. Ah, Bien ce qui est sûr. quand même un peu incroyable. Alors Voire quand on parle avec des relents de nazisme, avec, Walter Hallstein. Alors, on pourrait ouais, rebondir parce qu'en fait, Mmh. assez vite aussi, on va connecter avec les réseaux qui sont les réseaux, comment dire, de l'extrême droite et du nazisme, hein, voilà. Mmh. Par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire aussi de gens qui ont eu des actions, parce que le gros producteur d'alcool dans ces périodes en France, mais pas l'alcool dur, hein, comme le cognac, mais l'alcool de type vin, eh ben, c'est Mmh. l'Algérie. Et donc, en Mmh. fait, immédiatement, on voit les réseaux de l'OAS se positionner. Mmh. D'accord? Bon, on va peut-être pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais les réseaux de l'OAS sont extrêmement présents dans le trafic d'alcool. Et pour reconnecter en fait à nos affaires, vous avez parlé du lien entre comment dire la mafia et le cinéma. Et Mmh. là, on va pouvoir donc connecter Mmh. avec un personnage qui est l'ami de Brigitte Bardot. Donc ainsi, on arrive à faire le lien. C'est Alain Mmh. Delon. Voilà. Mmh. Alain Delon, ce grand acteur dont on oublie souvent le début de carrière. Alain Delon est donc enfin, du moins un guerrier, un soldat d'Indochine qui revient un Mmh. peu désœuvré en région Mmh. parisienne. C'était déjà un très bel homme. Et en fait, Mmh. dans cette logique parisienne, il va s'acoquiner avec un bar qui s'appelle Les Trois Canards, dans le quartier de Pigalle. Et les Trois Canards, en fait, sont dirigés par un homme, et vous allez voir qu'on va faire vraiment la connexion complète, qui s'appelle Marius Berthelat. Et Marius Berthola, en fait, c'est pas un marrant, hein, c'est un gros caïd. Mmh. C'est le tenancier des Trois Canards, qui est le bar à Paris qui sert de base à la French Connection. Donc, un gars comme Tani Zampa, qui est le grand patron de la French Connection à Marseille, très bien montré par le film La French de French. Cédric Jiménez, hein, ou Rodriguez, je crois que c'est Cédric Jiménez, Jiménez. Oui. Jiménez, Mmh. pardon, Mmh. montre bien donc cette connexion de Tani Zampa avec donc les Trois Canards à Paris. Les Trois Canards à Paris, ça rigole pas. Hein. Quand vous n'êtes pas donc mafieux ou quand vous faites des coups à la mafia. Bertola, il vous prend dans la cave des Trois Canards et à la visseuse, il commence à vous faire des trous Dans les dans les genoux. rotules. Un peu Mmh. le type, ouais, dans les genoux, un petit peu le type de rapport. Et en fait, le Mmh. Bertola, il va partir des Trois Canards à un moment et il va se retrouver en Normandie. Pourquoi? Parce que il rachète à la barre du tribunal de commerce une activité de tissu à la Ferté-Massé, et donc il profite de tous les emballages que nous connaissons. Il rachète à la barre donc une société qui a été mise en difficulté et donc il va devenir patron honorable d'une société de tissu. Il va continuer ses activités dans le cheval à partir de la Normandie et il va sans doute aider Alain Delon à monter son activité de cheval autour d'un personnage, je vais donner son nom, qui s'appelle donc Jean Désiré Allaire. Voilà. Et là, on a déjà beaucoup Il connecté s'appelle comment? On n'a pas très bien entendu. sur Il le s'appelle parent. comment? Il s'appelle Oui. Jean Désiré Allaire. Voilà. Jean-Désiré C'est un Allaire. entraîneur de D'accord. chevaux, Mmh. ouais, dans lequel, en fait, Alain Delon avait ses chevaux. Mais il n'était pas le seul.
fait, Jean Désiré Allaire n'était pas le seul à avoir des chevaux dans cette exploitation. Il y en avait un autre qui est connu, c'est le maire de Rueil-Malmaison, Mhm. voilà, et qui s'appelle Patrick Ollier. Alors Patrick Ollier, il est très intéressant parce que c'est le mari vous savez, l'ancienne ministre de la Défense, Alliot-Marie, Alliot-Marie, j'ai plus Michel son prénom, Alliot-Marie. Michel, ouais, Michel Mam. Alliot-Marie, et Mam, en fait, quand elle était donc ministre des armées, et puis bien placée au RPR, hein, RPR de Chirac, hein, enfin on connaît un petit peu tout Mhm. ça, elle avait dans son entourage donc un certain Amaury de Saint-Quentin. D'accord. Et quand on a Amaury de Saint-Quentin, en fait, on rentre dans la politique normande parce que sur l'un des scrutins donc qui a lieu en Normandie, on va trouver donc des noms qui ont défrayé la chronique. On va retrouver une élection sur laquelle Amaury de Saint-Quentin est face à un certain François Doubin, d'accord, donc dont est mariée avec le fameux Jean Désiré Allaire qui s'occupe des chevaux d'Alain Delon, ok. Mhm. Voilà, et Alain Delon qui fait monter ses chevaux pour un gars qui s'appelle Jackie Imbert. Alors Jackie Imbert, ça ne dit peut-être Ah, rien aux c'est gens, une mais Jackie affaire. Imbert, c'est C'est une. l'immortel, vous savez. Oui, c'est une affaire glauque. Ah ben c'est dans le film de Cédric Jiménez, vous savez, joué par Magimel, et Magimel, quand il sort de Mm. sa Porsche blanche, pam pam pam, il prend je sais plus 12 ou 15 balles, et en fait Tanizamba le laisse allongé pour mort, et en fait il ne meurt pas. Mm. Cet immortel a été joué par Jean Reno dans le film qui s'appelle L'Immortel. Et en fait, Jackie Imbert, il est jockey. Il est jockey de course. Et en fait, il spolie les courses. Mm. Tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure est en activité autour de ce Jackie Imbert qui se fait appeler Jackie le Fou, Jackie le Mat. D'accord. Copain de Delon, copain comme cochon de Delon. Mais pas simplement de Delon. En fait, il a été en charge des relations publiques, des boîtes de nuit ou de la boîte de nuit de Michel Mimi Ah, Marchand, Mimi Marchand, la fameuse. D'accord. la fameuse Mimi Marchand. Et là, vous Ouais, voyez, on cette remet. image et la construction du couple Macron, etc., glamour et vendu pour les présidentielles. Voilà. Tout le monde sait qu'elle avait fait de la tôle, qu'elle s'était fait choper sur un trafic de Mm. cam qui passait par des voitures aux États-Unis. Hein, et ben, Mhm. Jackie Lemat était l'un de ces VIP, on pourrait dire, chargés de communication dans dans l'une de ces boîtes de nuit parisiennes. C'est quand même de fou, quoi. Vous voyez, comme quoi on Tout se tire. Et en tient. fait, ce que je veux vraiment exprimer en hommage à mon ami Michel, c'est que nos difficultés ne sont pas liées à à notre difficulté à gérer notre réel ou à gérer notre vie. En fait, nous sommes dans un environnement qui est profondément malhonnête, qui a tiré sur toutes les cordes de la malhonnêteté, qui L'honnêteté. s'appelle la haute criminalité. Michel a toujours dit que l'ensemble des systèmes qui nous cernaient étaient, des systèmes très très proches, sinon engagés dans la criminalité, de très très haute tenue, qui évidemment et malheureusement n'est pas puni par la justice parce que ce sont les dirigeants qui nomment le parquet, qui Mm. nomment les procureurs. Et donc, en fait, même s'ils ont une bonne volonté, à un moment donné, leur carrière est liée à cette nomination. Et donc là se passent les problèmes que nous connaissons, même si Sarkozy s'est fait condamner. Alors évidemment, c'est une condamnation à géométrie variable. On le voit partir quasi Mm. au Baléares, pendant que nous, on en chie des ronds de chapeau avec un 0 degré ici, à Paris ou ailleurs, Mm. avec surtout des agriculteurs qui essaient de tenir des positions dignes, dans un moment où tout est fait pour finalement détruire leur activité autour de fonctionnements qui naissent des mêmes enjeux de type mafieux. Voilà, ça c'est quand même important. Alors je parlais Mm. de Amaury de Saint-Quentin. Alors lui, il est préfet, hein, il était préfet de Corse, préfet de Bretagne, Mm. je sais pas préfet de quoi, en fait, il est engagé dans une élection
Dans cette élection, on a le François Doubin, donc dont la fille est donc mariée avec l'entraîneur de chevaux de course, hein, de Delon. Hein, vous reconnectez, c'est un peu dur, mais il faut connecter. Et en fait, là-dessus, il va y avoir un contradicteur, un troisième candidat, et ce candidat s'appelle Hubert Bassot. Ah, D'accord? on en a Alors Hubert parlé hors Bassot, antenne. c'est très important, Hubert Bassot, parce que Oui. Hubert Bassot va être le financier des campagnes électorales de Valéry Giscard d'Estaing. D'accord? Et Hubert Bassot, il est lié à l'OAS. Donc, à l'organisation de l'armée secrète, on a parlé d'Algérie avec le vin, et là, on a la même chose.